Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. D'une nuit d'ambre, d'une ombre épaisse et veloutée émergent les traits d'un visage, les modelés de chair vivante, les lignes d'un riche vêtement et des effets de matière qui accrochent la lumière. Lumière rare et belle, et si fine comme le sont les éclairages vibrants des maisons de Hollande. De cette nuit d'artistes, de cette pénombre d'ateliers, surgit l'art suprême de Rembrandt Armenzoon van Rijn, le maître d'Amsterdam dont l'histoire n'a retenu que le prénom Rembrandt, comme on dit seulement Léonard ou Titien. L'exquisité de ses glacis, la vérité de ses détails, la générosité de sa touche en font sans doute le plus grand peintre des temps baroques, né en 1606 et mort en 1669. Mais qui êtes-vous donc, monsieur Rembrandt? Quels furent les ressorts de votre art, les joies et les peines de votre vie, les secrets de votre carrière? Sans apporter trop de lumière électrique dans l'admirable clair-obscur de votre univers, permettez-moi, du moins, d'éclaircir un peu, d'illuminer juste ce qu'il faut les détours ombreux de votre parcours de fils de meunier devenu l'artiste du siècle. Encore beaucoup d'obscurité sur votre jeunesse et sur votre prime formation. 2 maîtres semblent s'en détacher, Swanenburg, le Leydois, et Lastmann, l'Amstello damois. Vous aviez, dit-on, 19 ans au moment où, en 1625 donc, vous vous êtes installé à Leyde comme peintre indépendant. Votre lapidation de Saint-Étienne, qui fait la fierté du musée des Beaux-Arts de Lyon aujourd'hui, cette lapidation est de cette époque. Vaste scène biblique, forte affluence de figures, aussi vaste, aussi forte que l'ambition que ce premier tableau connu paraît trahir. 2 récents biographes, Rutgers et Steinmann, écrivent à propos de vos débuts à Leyde. À cette époque, Rembrandt a sans doute de fréquents contacts avec Jan Lievens. Jan Lievens, un artiste de 2 ans son aîné qui travaille également à Leyde. Ils avaient tous deux eu Lastmann pour maître à Amsterdam et leurs œuvres témoignent de centres d'intérêt communs puisqu'on y retrouve souvent les mêmes sujets et les mêmes modèles. Lievens peint d'ailleurs le portrait de Rembrandt vers 1629. C'est un portrait qui aujourd'hui est au Rijksmuseum d'Amsterdam. On associe très tôt leurs talents. Après avoir visité leurs ateliers à Leyde, Constantin Huygens, influent secrétaire du Statuder, les décrit comme un jeune et noble duo de peintres. Mus par une saine émulation artistique, les 2 jeunes gens se sentent vite à l'étroit dans leur ville natale. Alors Lievens part pour Londres en 1632 et Rembrandt s'installe à Amsterdam. Il faut vous dire que Leyde était la 2e ville de Hollande par la taille, mais Amsterdam, qui est 2 fois plus grande, est à l'époque un véritable centre international d'art et de commerce. Et c'est là, bien sûr, que Rembrandt va bâtir sa réputation très vite. À 26 ans, il est déjà au fait des honneurs d'une société amstello-damoise qui le reçoit avec plaisir et qui lui confie toutes sortes de commandes, essentiellement des portraits de corporation. Vous savez que c'est la grande affaire de la Hollande de cette époque. Dans son atelier d'Amsterdam, on le voit accueillir des élèves qui paient 100 florins pour recevoir son enseignement et lui-même réunit, grâce à toutes les commandes en question, toutes les commandes que lui font les corporations, il arrive à gagner jusqu'à 2000, même 2500 florins par an, autant dire qu'il est déjà dans la réussite. Et en même temps, alors qu'il est devenu ce peintre à la mode, eh bien, on le voit conserver des habitudes extrêmement simples. Lorsqu'il est absorbé par son travail, on dit qu'il se contente de grignoter un morceau de fromage ou un hareng sur du pain. Il travaille beaucoup, le jeune Rembrandt, et disons-le, les doylen, comme on dit, c'est-à-dire ces espèces de portraits de corporations où l'on étale de graves magistrats ou des commerçants inexpressifs et rondouillards sur des toiles toujours un peu les mêmes. Tout ça finit par l'ennuyer et l'on comprend qu'il accueille avec joie la commande du professeur Tulpius, qui est professeur d'anatomie à Amsterdam depuis 1628. Rembrandt va le représenter en train de faire
un cours d'anatomie. Et vous avez 8 personnages qui entourent donc un cadavre dont Ulpius a dénudé les tendons du bras gauche, et chaque visage reflète des expressions diverses. Vous avez la tension plus ou moins soutenue des différents élèves, la gravité magistrale du professeur, tout ça dans une gamme de tons extrêmement restreinte. On est dans les bistres et les gris et les blancs. C'est un morceau révolutionnaire que vient de fournir Rembrandt, et qui constitue, nous dit Émile Michel, une date non seulement dans la carrière de Rembrandt, mais dans l'école hollandaise elle-même. 10 ans après cette leçon d'anatomie, Rembrandt sera sollicité pour un autre tableau de corporation, et alors là, il va faire encore plus voler en éclats les codes qui jusqu'alors étaient en vigueur. On lui demande de représenter la compagnie du capitaine Banning de Kock, compagnie de garde civique, et au lieu de les représenter bien calmes, bien droits, un peu rigides avec leurs bannières et leurs beaux costumes, eh bien, Rembrandt décide de les mettre en action. Il va les peindre dans le feu d'une action même un peu désordonnée, puisqu'il s'agit d'un défilé de citoyens qui se hâtent en désordre et se sont en quelque sorte emparés d'armes hétéroclites pour essayer de parer à une attaque qui visiblement les a surpris. Alors, les 2 personnages principaux, Banning de Kock et son lieutenant qui s'appelle Van Ruytenburg, sont facilement identifiables, mais les autres ont basculé plus ou moins dans l'ombre ou la pénombre. Certains visages restent flous. Or, il faut vous dire que, à l'époque, les gens qui participent à un tableau comme celui-là, les gens qui se font représenter, paient chacun son écho. Et évidemment, chacun veut être reconnaissable sur la toile. Donc, la grande toile, parce qu'elle est vaste, du jeune Rembrandt va faire un certain scandale. On va néanmoins l'accrocher dans le Doylen des coulevriniers d'Amsterdam, et c'est là qu'elle va subir pendant longtemps la fumée des pipes, des feux de tourbe et des lampes à huile, et ça va lui donner cette espèce de patine noire un peu graisseuse qui peu à peu la fera basculer dans une obscurité totale et qui lui vaudra le célèbre surnom de ronde de nuit. On peut dire de Rembrandt que s'il bouscule les codes, vous l'avez compris, il bouscule peut-être aussi un peu trop ses contemporains. Il est admiré pour sa dextérité, c'est vrai, mais il est rejeté pour la hardiesse de ses conceptions picturales. Il va peu à peu connaître une espèce de relégation, et il faudra qu'un certain nombre de ses amis fidèles se cotisent pour l'aider et lui obtiennent parfois quelques commandes, comme celle du syndic des drapiers. Alors là, cette fois, ces messieurs qui ont bonne mémoire se disent qu'ils vont pas se faire avoir une deuxième fois, et on commande à Rembrandt, devenu un monsieur beaucoup plus âgé, on lui commande une mise en scène extrêmement stricte, avec des hommes vêtus de noir, coiffés de feutre noir, le cou orné de collerettes blanches. Ils sont juste autour d'une table dont le tapis rouge vermillon illumine littéralement la toile. On peut dire que Monsieur Rembrandt a perdu la gloire de sa jeunesse, mais il n'a rien perdu, bien sûr, de son extraordinaire talent. C'est un critique des années 60 qui disait assez justement « Adulé à 26 ans, oublié à 63, Rembrandt a parcouru à l'envers le chemin de la gloire. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors parlons peut-être un peu de la vie privée de Monsieur Rembrandt. Vous avez vu qu'en 2 ans, le fils du meunier de Leyde avait franchi toutes les étapes qui conduisent à la plus haute société d'Amsterdam, et ça lui a ouvert un certain nombre de portes, notamment tout cet argent gagné dans une société où l'argent est la société hollandaise du XVIIe siècle, où l'argent est la principale mesure de succès. Tout ça va lui permettre de rencontrer des gens assez en vue, et notamment, il va faire la rencontre d'une orpheline, Saskia, qui est la nièce du pasteur Jan Cornelis Silvius. Il est possible que ce soit d'ailleurs les élans plus ou moins mystiques du jeune Rembrandt qui les conduit chez ce pasteur, et je ne sais s'il y a rencontré la religion, mais en tout cas, il a rencontré cette jeune beauté. Je cite Marcel Brion, qui nous la décrit bien à partir d'un certain nombre des tableaux où Rembrandt nous propose lui-même le portrait de la belle. Cette beauté naïve et fraîche, dit-il, si épanouie cependant, enchante son œil d'artiste.
l'éclat de la chair, l'orient luisant de ses yeux qui vous caressent spontanément avec une ingénuité presque enfantine, la lumière jouant dans ses cheveux blonds qui frisent aux tempes et sur le front, cette voluptueuse chaleur d'une peau transparente qui semble absorber tous les rayons du soleil. Comment un homme épris de tout ce qui dans la nature est dynamisme puissant et vitalité rayonnante, comment cet homme resterait-il insensible devant tant de magnificence, demande Marcel Brion. Et c'est vrai que la timide, la silencieuse Saskia va entrer dans la vie du peintre hardi, Rembrandt qui jusqu'alors avait été ce célibataire bohème qui se contentait, je vous l'ai dit, d'un petit morceau de pain avec un morceau de hareng. Eh bien, Rembrandt va devenir le brillant mari de Saskia. Et puisque ces grands bourgeois d'Amsterdam ne connaissent que le prestige de l'argent, eh bien il va leur montrer qu'il en gagne beaucoup de cet argent et qu'il sait l'étaler. D'ailleurs, quand on lui demande quel est son métier à l'époque, il ne dit pas peintre, oh non, il répond marchand. Rembrandt va acheter à crédit une grande maison dans le quartier le plus élégant d'Amsterdam, qu'il remplit de tableaux, de meubles, de toutes sortes d'objets exotiques, d'armures, d'étoffes, etc. Pour Saskia, pour elle, il veut les plus riches objets, il la couvre littéralement d'orfèvrerie. Il se dit dans les affaires, il joue en bourse, il commerce sur tous les marchés, notamment sur le marché de l'art. Et on ne peut pas pour autant lui reprocher de négliger son art, car tout en faisant du commerce, évidemment que Rembrandt continue à peindre. Cet homme de 30 ans est assez puissant, il est d'une nature assez généreuse pour mêler peinture et affaires. Et j'ajouterais amour avec Saskia, bien entendu. Il va faire plusieurs portraits d'elle pendant les premières années de ce mariage. Et puis soudain, entre 1636 et 1641, on ne la voit plus s'installer devant son chevalet, elle cesse de poser pour son mari. Que s'est-il passé, demande un biographe. La jeune mère est-elle trop absorbée par les soins que réclament ses enfants? Sa beauté s'efface-t-elle trop vite, comme ça arrive souvent chez ces créatures florissantes qui ont en même temps la plénitude somptueuse des pivoines et leur fragilité? Toujours est-il que Saskia va apparaître moins souvent. Et quand elle apparaît désormais, c'est un peu alourdi, c'est un peu épaissi peut-être. Le dernier portrait qu'on ait d'elle, avant celui tellement troublant, où l'on a même de la peine à la reconnaître, ce portrait daté de 1643, et là le peintre nous la présente avec toujours ce même regard tendre et caressant, mais il n'y a plus que le regard de reconnaissable d'une certaine façon. Saskia va mourir après 8 ans de mariage. Elle avait conservé son regard, mais elle n'avait rien conservé d'autre. Elle avait donné naissance à 4 enfants, dont 3 sont morts en bas âge, et le seul qui est survécu s'appelle Titus. Lui, il va vivre, Titus. Les autres, Robertus était né au cours d'une épidémie de peste en 1636. Au mois de juillet 1638, il y a une petite fille qui est venue au monde et qui est morte 3 semaines après. Et puis 2 ans plus tard encore, en 1640, une autre petite fille qui meurt presque instantanément. En 6 ans, la mort va frapper 5 fois Rembrandt. Je dis 5 fois parce que sa propre mère est morte aussi. On peut dire que le rêve ensoleillé de ce jeune peintre plein d'éclat, qui se voulait en même temps commerçant et agioteur, ce rêve va d'un seul coup s'assombrir. Rembrandt se retrouve peut-être un peu plus seul dans le silence d'une maison trop vaste pour lui, où il y a maintenant ce bébé dont il faut s'occuper, ce petit Titus. On peut dire que d'une certaine manière, c'est l'ombre que sent venir Rembrandt. Voilà ce que nous dit justement Marcel Brion. Il nous dit qu'il sent gronder en lui la lourde marée d'ombre et qui vacille au seuil de l'obscurité, attiré vers le gouffre par les lourdes mains du monde des ténèbres. Franck Ferrand sur Radio Classique. Plus le maître d'Amsterdam se retire des lumières du monde, plus il fait sienne les ombres de sa maison devenue l'antre d'un artiste du mystère, et plus ses toiles gagnent en profondeur, en épaisseur, en gravité dans tous les sens du mot. Ce que les Pays-Bas révolutionnaires et modernes, ce que les Pays-Bas matériels et fortunés ont de plus fort à exprimer dans l'Europe du grand siècle, ce qu'ils ont de plus important peut-être à nous dire, va passer
par les brosses et les pinceaux du puissant, du réservé maître Rembrandt. Je cite Arlette Farge qui nous parle de la touche du maître, le traitement de la couleur, dit-elle. La distinction entre le rugueux et le lisse oblige le regard à considérer les zones de lumière comme la substance même du tableau. L'épaisseur donnée à la couleur, son insistance pour la matérialité de cette dernière mettent en évidence le métier, oblige à ce qu'on s'attache non plus à la séduction de l'œuvre, mais à l'habileté picturale, celle qui donne valeur à l'art. De même, la peu ordinaire représentation des mains, qui n'obéit pas aux normes de l'époque, met en avant la réalité du fonctionnement du peintre. Sa main est son outil de travail fondamental, l'instrument qui sert l'âme, la propriété essentielle de la noblesse de la profession. Rembrandt peint en définissant sa profession, en forçant autrui à le reconnaître comme une valeur. Rembrandt devient en soi la valeur. Rembrandt, le veuf, est donc père de cet enfant Titus qu'il lui faut confier à une nourrice qui va essayer de respecter le calme, la sérénité de cette grande demeure. La nourrice en question va laisser le maître à son œuvre. Ah, il a changé le maître, il ne porte plus du tout de cannes précieuses ni de chaînes en or, il s'habille maintenant très simplement, très discrètement. Et de cette discrétion, Gertje Dirks, c'est le nom de cette nourrice, va faire en quelque sorte sa propre habitude. On ne voit plus du tout Rembrandt sortir fréquenter les cercles de la ville d'Amsterdam. La famille de Saskia, d'ailleurs, commence à se poser des questions. On se demande si, dans l'ombre de sa demeure désormais fermée à tout public, Rembrandt n'est pas là pour abriter des amours ancillaires avec cette rusée Gertje dont on sait maintenant qu'elle est sa concubine. Et qui sait s'il n'accueille pas aussi des prostituées, etc. Bref, les rumeurs se répandent dans la ville, bien entendu. Et Gertje va devoir être congédiée pour faire cesser les rumeurs. Et à ce moment-là, elle se rebiffe. Elle va voir les magistrats d'Amsterdam et elle leur dit que Rembrandt lui avait promis le mariage. Et vous pouvez faire confiance à tous les ennemis du maître, à tous les petits confrères, aux peintres moins bons, aigris, jaloux, pour essayer d'accabler le rival détesté. Rembrandt va comparaître devant les magistrats. Il va contester la promesse de mariage, bien entendu. Il n'empêche qu'on va finir par transiger et il va devoir une fois de plus se montrer généreux avec cette fille qui, de son côté, refuse l'argent et se met dans des espèces de furies extraordinaires qui vont la conduire tellement au bord de la folie qu'on finit par enfermer Gertje dans l'asile de Gouda. Rembrandt se plonge un peu plus dans le travail. Il a confié maintenant sa maison, non plus Titus, parce que Titus est devenu assez grand d'ailleurs pour prendre des leçons avec son père, parce qu'il a lui-même un don pour la peinture, mais il a confié la maison aux soins d'une certaine Hendrikje Stoffels, qui est aussi discrète et calme que Gertje pouvait se montrer bruyante et exaltée. Je cite de nouveau Marcel Brion. C'était une femme bonne, dévouée, intelligente aussi, nous dit-il. Sur son visage était répandue une gravité douce et calme, une fraîcheur d'adolescence pure et lumineuse. Ce visage plut au peintre, parce qu'à travers ses yeux clairs, on regardait jusqu'au fond de l'âme. Il peignit d'elle quelques portraits, puis, observant que sa peau prenait bien la lumière, il la dévêtit. Son corps gardait une certaine rusticité paysanne dans sa plénitude épanouie, et il va oser montrer des portraits dénudés de celle qu'il peint sous les traits d'une Bethsabée relevant ses propres jupons pour entrer dans l'eau. Hendrikje Stoffels va devenir l'objet d'un grand scandale. Et puisque les tribunaux civils d'Amsterdam ne peuvent rien connaître de cette affaire, eh bien, c'est au tribunal ecclésiastique, c'est devant le consistoire que va comparaître non pas Rembrandt qui s'estime en rupture de ban avec cette communauté religieuse, mais bien celle qui est devenue sa compagne, Hendrikje, qui va tout prendre sur elle, si je puis dire. On va l'excommunier. Vous imaginez, elle n'aura plus le droit de prendre la communion à sa paroisse. Et puis il y a un autre scandale au même moment qui guette Rembrandt, et c'est celui de la faillite. Il a investi dans des navires marchands qui ont fait naufrage, et le 25 juillet 1656, il est déclaré insolvable, ce qui à l'époque, en Hollande, est quasiment comme le fait d'être
être considéré comme un malfaiteur ou un bandit. On dirait que l'infortune, au lieu de l'abattre, donne un nouvel élan à sa fécondité, et là, son art devient extraordinaire. C'est à ce moment-là peut-être que Rembrandt nous livre les plus extraordinaires de ses toiles. Et puis ce sera le temps des grands deuils, puisqu'il va perdre Hendriquier en 1662, après 15 années d'amour discrète, et plus tard, ça va être son propre fils Titus qui va s'en aller, le seul survivant des 4 enfants de Saskia, le fils du premier amour, qui vient comme cela à mourir, et les autoportraits qui jalonnent la vie de Rembrandt nous montrent maintenant un vieillard résigné, infiniment doux. Le dernier mot, je le laisse à Marcel Brillon. Il a dépassé la crainte et l'appréhension de la mort. Il la considère maintenant comme l'aboutissement normal de toute destinée, comme l'événement qui donne à notre vie sa conclusion et sa forme définitive. Comme si la vie n'était pour nous qu'une manière de disposer notre être physique et spirituel pour l'éclosion de cette personnalité immuable qui sera la nôtre désormais, l'effigie stable qui échappe au temps et qui présente devant l'éternité l'homme tel qu'il s'est réalisé lui-même en vue de sa rencontre avec la mort. Vous écoutez Radio Classique.